Good morning, ladies and gentlemen. We are talking about the European election in France. Bon, sur cette introduction mondialiste et globaliste en globish, on va parler des élections européennes et des élections européennes notamment en France. Alors pourquoi cette petite introduction en anglais, me direz-vous? Uniquement pour dire qu'il y a certaines personnalités publiques qui ne maîtrisent pas du tout l'anglais et que pour aspirer aux plus hautes fonctions quand même en France et en Europe, c'est malgré tout mieux de maîtriser un petit peu l'anglais. Sur cette introduction taquine qui embêtera peut-être certaines personnes qui reconnaîtront à quoi je fais allusion, on va partir sur un sujet très délicat, les élections européennes en France. Et le titre de cette émission va être très simple, c'est Victoire d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter les faux semblants maintenant. Donc effectivement, sur le papier, Marine Le Pen, en résultat brut, a gagné par le biais de son candidat, Jordan Bardella, a gagné puisqu'elle est devant la liste La République en marche de Madame Loiseau. Et effectivement devant avec 23,31% des voix contre 25% des voix en 2014, avec certes une augmentation de la participation qui joue son rôle et qui fait qu'en nombre de voix, le RN est moins affaibli que ce que score pourrait le laisser penser. Il n'empêche qu'avec 22,41% des voix, Madame Nathalie Loiseau, candidate la plus fade et la plus insipide qui ait été donnée de se présenter aux élections européennes, fait quand même un très grand score. Ce score doit être mis également en perspective avec l'exceptionnel score des Verts de M. Jadot, qui ont fait 13,7% des voix, ce qui était la surprise de l'élection. Comme dans des émissions précédentes, j'ai souvent rappelé que les élections européennes étaient toujours associées à des surprises. Il y avait la surprise du Front National en 1984, il y avait la surprise de la liste FIB de Villiers-Pasqua en 1999, il y avait également la liste Tapie qui avait émergé à un moment donné, et les Verts. Eh bien les Verts, à nouveau, confirment, alors même que leur parti est en lambeaux, qu'ils ont été soumis à une crise interne extrêmement importante, avec, on se souvient notamment de toute la gestion de l'époque du flot, Jean-Vincent Placé et compagnie, donc on pouvait se dire que ce parti-là, qui en plus n'avait même pas Cohn-Bendit, quoi qu'on en pense, qui est pour diriger la liste, eh bien, se retrouve en très bonne situation. Non seulement les Verts sont troisième, mais avec un nombre de députés qui va être tout à fait correct, et ils s'inscrivent dans une dynamique européenne, puisque par exemple en Belgique, le parti écolo en Wallonie est deuxième, derrière les socialistes, et que également les Verts allemands, les Grünen, sont également deuxième avec plus de 20% des voix, juste derrière la CDU, et largement devant les sociodémocrates. Cette vague écologiste, évidemment, ne touche pas tous les pays d'Europe, mais elle est présente quand même dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Donc, dans le cas français, Marine Le Pen fait 23,31% des voix. Quand je dis Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella, mais immédiatement après ce score, Marine Le Pen l'a tiré vers elle, elle a évidemment tiré la couverture à elle, et on en parlera d'ailleurs un peu plus tard. Mais l'idée générale, c'est que Jordan Bardella a fait une très bonne campagne, c'est vrai, c'est un jeune homme politique prometteur certainement, mais qui évidemment n'a servi que de prête-nom à celle qui voulait réémerger médiatiquement suite à son désastre dialectique, si on peut dire, son désastre complet du 3 mai 2017 où elle s'était décomposée complètement face à Emmanuel Macron. Donc elle a remonté la pente, évidemment, les médias l'ont dit, mais c'est pas le succès qu'on pouvait espérer, compte tenu des affaires Bardella, non, mais de l'affaire Benalla, vous voyez, excusez-moi, l'affaire Benalla, qui évidemment aurait dû fortement affaiblir le parti gouvernemental, l'impopularité de ce gouvernement, les gilets jaunes, les scandales à répétition, même Schiappa, enfin toutes sortes de raisons qui font que normalement ce parti aurait dû être, affaibli. Alors qu'est-ce qui s'est passé électoralement? On va l'analyser. D'abord, effectivement, le Rassemblement national perd des voix, perd des points en tout cas, gagne des voix mais perd des points, et surtout il est dans un contexte où les adversaires de droite sont très affaiblis. D'abord, Nicolas Dupont-Aignan n'a fait que 3,5% des voix, donc c'est quand même un score très faible. Il a échappé de peu au bouillon, car concrètement, s'il avait fait moins de 3% des voix, il était non remboursé, donc il sauve sa tête d'un cheveu. Asselineau fait 1,17% des voix, ce qui est encore bien trop pour cette ligne politique absolument catastrophique. Et on aimerait bien d'ailleurs savoir, après tous ces désastres électoraux, où il arrive à trouver le financement pour faire ses listes, parce qu'il n'a jamais dépassé le niveau requis pour être remboursé depuis 10 ans. Et puis alors, Florian Philippot a pris une branlée, clairement on va le dire, avec 0,65% des voix. Alors dans les punis, il y en a beaucoup. Bellamy, la droite traditionnelle de Wauquiez, prend une
sanction inédite, avec 8,5% des voix. 6 et quelques pourcents des voix, 6,2 pour la candidate de Mélenchon, et puis 6,5 ou 6,6 pour Raphaël Glucksmann, qui malgré tout, et malgré son discours très ambigu et un parti socialiste aux abois, sauve sa tête de très peu, puisque certains sondages avaient annoncé les socialistes en dessous de 5%, donc sans élus, et avec 6,7% des voix, il maintient le parti socialiste au-dessus de la barre requise, même bien évidemment extrêmement affaibli. On le voit, donc la droite à 8,5, Dupont-Aignan à 3,5, les petites listes souverainistes au plus bas. Marine Le Pen aurait dû faire 29 ou 30% des voix. Elle fait 23,31% des voix. Et dans un tel contexte, ça ne s'explique pas autrement que par peut-être la lassitude des électeurs, le manque de motivation à aller voter de l'électorat populaire également, soit dit en passant. Donc si on rajoute les voix des Verts à celles de Macron, on se retrouve avec un centre mou à quasiment de l'ordre de, quasiment de 35% quand même. Donc les Verts ont été quand même fragilisés depuis longtemps, on se souvient du départ de Hulot, et voilà qui font 13,5% des voix, ou 13,7% des voix. Et évidemment, Macron a tiré lui aussi la couverture à soi, et s'est attribué plus ou moins ce score des Verts. Alors que s'est-il passé? Un certain nombre d'électeurs de Macron sont allés voter chez les Verts. Puis ces électeurs qui sont partis ont été compensés immédiatement par tout le centre droit de LR. C'est-à-dire très concrètement, Bellamy a pourtant fait une belle campagne avec des références classiques et un discours finalement assez mesuré, et bien ça n'a pas empêché la fuite de 3, 4, 5, 6 points vers Macron, sauvant la tête de Macron, permettant d'être au coude à coude avec Marine Le Pen, alors même que les Verts lui bouffaient quelques voix. On se doute bien que si les Verts avaient fait 2 ou 3% de moins à cette élection que ce qu'ils ont fait, Macron était devant Marine Le Pen, donc on voit bien qu'elle n'a gagné que de justesse et avec un gros coup de bol qui de toute façon arrange Macron. Alors pourquoi j'ai dit victoire d'Emmanuel Macron? Victoire d'Emmanuel Macron, pourquoi? D'abord parce que sa liste est presque coude à coude avec celle du Rassemblement National, et surtout qu'il obtient 23 sièges, soit exactement le nombre de sièges que va avoir le RN. Donc en nombre de sièges, ils sont à égalité. La deuxième chose, c'est que tous ses adversaires en dehors de Marine Le Pen sont écrasés. Mélenchon est durablement fragilisé, la droite parlementaire, les Républicains, est en lambeaux, concrètement, le Parti Socialiste est au plus bas, et donc, à part les écologistes, mais qui, on le sait, dans les élections nationales, ne font que des scores dérisoires, eh bien, il n'y a plus, aujourd'hui, que Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et bien sûr, c'est ce que voulait Emmanuel Macron. Macron se doute bien qu'il est impopulaire. Il se souvient que Hollande n'a même pas été capable d'aller représenter sa candidature alors qu'il était président sortant, ce qui ne s'était jamais vu. Donc il sait qu'il est impopulaire. Il l'a vu dans les rues, il le voit quand il se déplace dans toute la France. Et donc il sait bien que s'il est face à un adversaire normal, c'est de gauche classique, de droite classique, du centre et autres, il sera laminé. Or, il n'y a qu'une seule façon de gagner, d'être réélu, et son objectif politique, il est clair aujourd'hui, c'est d'être élu en 2022, c'est d'être face à Marine Le Pen au second tour. Alors bien sûr, un sondage a donné donc Macron gagnant 57-43 au second tour, contre 66-34 en mai 2017. Donc Marine Le Pen, évidemment, par le désaveu du président, fera un meilleur score. Mais Macron se fout de savoir s'il va être réélu avec 51, 57 ou 60% des voix. Ce qui l'intéresse, c'est d'être réélu et d'être 5 ans à nouveau président. Donc, de toute façon, dans cette affaire, les conditions sont idéales pour Emmanuel Macron. Macron va essayer d'empêcher l'émergence de toute nouvelle formation politique, audacieuse, qui pourrait changer la donne, parce que toute partie, par exemple, à droite, ou identitaire, qui voudrait émerger dans ce contexte, fragiliserait Marine Le Pen, il lui ferait perdre des voix. Or, Macron n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que Marine Le Pen perde des voix. Et dans ce sondage, En Marche est à 30% des voix au premier tour, contre 28 pour Marine Le Pen. Ça reste un sondage 2 ans avant les élections, voire 3 ans, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est un indicateur. Que le gouvernement en place, malgré toute la politique qu'il a menée, puisse réunir 30% des voix au premier tour, c'est-à-dire un score que les présidents sortants n'ont quasiment jamais été capables d'obtenir aux élections précédentes. On sait que Chirac a été réélu en 2002 avec un score faible. On se souvient aussi d'un Mitterrand en 1988. Vous voyez, donc et Sarkozy. Donc sortir à 30% en premier tour, ça serait absolument considérable. Et les Verts sont forts dans cette optique-là, puisque Jadot serait aux alentours de 12. Vous vous rendez compte, 42%
réunis au présidentiel pour Macron plus les Verts. Ça lui donnerait un sacré confort. Surtout que Marine Le Pen n'aurait aucune réserve derrière. Elle fait ses 28%. Alors évidemment, elle va bouffer toute la droite. Elle va bouffer une grande partie de tout ce qui est souverainiste à sa droite aussi. Mais ça ne ferait que 43% tout réunis. On l'a compris, Emmanuel Macron est en situation idéale. Alors comment peut-on essayer d'empêcher ce second tour Marine Le Pen-Macron? Parce qu'on sait que ce second tour va amener la victoire à la réélection d'Emmanuel Macron. Ben, si j'avais la recette, je vous la donnerais. Ce qui est très clair, c'est que ça fait 20 ans qu'on essaie de se débarrasser de la famille Le Pen d'un point de vue politique. Ça fait 20 ans qu'on essaye de faire comprendre aux électeurs que c'est une impasse. Et cette impasse, elle méritera un développement spécifique dans une prochaine émission. Ce qui est sûr, c'est que ces élections européennes en France sont une victoire de Macron. Et c'est très inquiétant. C'est aussi une victoire de l'écologie punitive, parce que l'écologie de gauche n'a rien d'écologique, c'est du gauchisme déguisé en vert, un repas en vert, et ce gauchisme-là est évidemment extrêmement délétère. Les grands perdants, alors les grands perdants, le Rassemblement national est un perdant, mais il considère qu'il a gagné. C'est une victoire à la Pyrrhus, hein, comme tous les analystes maintenant ont commencé à le dire. Moi, j'étais un des premiers à avoir utilisé cette expression. Zemmour l'a utilisée, et maintenant, évidemment, tout le monde l'a reprise. Donc, victoire à la Pyrrhus, je rappelle que Pyrrhus était donc un roi de Macédoine, qui donc avait combattu les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'il avait débarqué avec ses troupes en Italie du Sud, et il était toujours vainqueur sur le terrain, sauf qu'il gagnait, mais avec des pertes considérables. Et en gagnant avec des pertes considérables, à la fin, son armée était tellement peu nombreuse qu'il a dû remballer et repartir chez lui. Et donc, il a perdu, parce que finalement, alors qu'il avait été vainqueur sur toutes les batailles, en réalité, il était perdant. Cette victoire à la Pyrrhus du Rassemblement national, évidemment, n'empêche pas d'avoir écrabouillé tout ce qui était à sa droite. Évidemment, en commençant par Philippot, et bien entendu, en évoquant le cas de Dupont-Aignan, qui est quand même le premier responsable de son échec, parce que disons-le clairement, Nicolas Dupont-Aignan, en virant Emmanuel Gave, puis en se mettant à dos Jean-Frédéric Poisson et les catholiques, et en perdant même le soutien d'ailleurs du couple Ménard, ne pouvait pas aller très loin. Ce que a montré Nicolas Dupont-Aignan, c'est que dès que le système commence à grogner un tout petit peu, il se couche immédiatement. Vous voyez, c'est un peu comme un cabot qui grogne, hein, puis vous montrez les dents, le système donc aboie un grand coup et il se met sur le dos pour symboliser sa soumission. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, on pourrait parler aussi des petites listes. Alors, il y a eu une liste plus ou moins islamique qui a fait 5000 voix ou 6000 voix. Bon, c'est anecdotique. On est loin du résultat d'ailleurs de la liste antisioniste Palestine qui avait été créée il y a quelques années en Ile-de-France. Hein. Il est sûr que si la liste islamique en question avait bénéficié de l'ancien mode de scrutin, c'est-à-dire par région, elle se serait sans doute présentée qu'en Ile-de-France, et elle aurait peut-être maximisé ses moyens pour faire un score meilleur. Alors il y avait deux listes dissidentes, nationalistes ou identitaires, qui étaient donc toutes les deux centrées sur le thème de la remigration. Et il y avait la liste de Vincent Vauquelin, donc qui s'appelait Reconquête, donc qui était sur une liste nationaliste. Hein. Son spot de campagne, c'était voter nationaliste. Alors Vauquelin, je l'ai reçu dans mon émission sur Courtoisie, c'est quelqu'un qui parle bien, il a une présence et une prestance. Malheureusement, la ligne idéologique qu'il défend, c'est-à-dire ce nationalisme français qui pour moi est totalement décalé du réel politique d'aujourd'hui, ne pouvait pas réussir. Donc il a réussi à se faire connaître, il a réussi à faire une liste, et c'est quand même déjà un exploit en tant que tel dont il peut se féliciter. Mais pour ma part, je considère qu'on ne se présente pas aux élections européennes sans au moins les 700 000 euros minimum nécessaires, qui permettent d'avoir au moins une profession de foi dans les enveloppes, qui permettent d'avoir des bulletins réels physiques dans les bureaux, et puis qui permet évidemment aussi d'avoir les affiches sur les panneaux électoraux. Voilà ce qu'on peut dire de Vauquelin. Alors reste la question de la ligne claire donc de Renaud Camus, qui a fait parler d'elle surtout pour un événement un petit peu particulier, puisque c'est la première fois historiquement à ma connaissance, que la tête de liste d'une liste appelle à ne pas voter pour lui. Bon, c'est quand même assez surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans l'affaire de la ligne claire? Donc, Renaud Camus est donc l'initiateur de cette liste, en partenariat avec Karim Mouchik, et d'abord il y a eu une première querelle, puisqu'il avait proposé une liste éligible, si on peut dire éligible, parce qu'on parle d'une liste qui pouvait faire maximum 10 000 à 12 000 voix, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de bulletin dans les bureaux. Disons, donc il avait proposé à Solveig Minéo, qui est une animatrice identitaire sur une ligne assez anti-catho, d'être parmi les têtes de liste, je crois qu'elle est deuxième ou quatrième de la liste. Bon. Cette Solveig Minéo
été contesté par toutes sortes de catholiques justement pour ses positions, qui ont fait chanter la tête de liste au dernier moment, une semaine avant le dépôt de la liste, en disant si vous ne virez pas Solveig Mineo, nous on se barre et donc vous n'aurez pas votre liste. Bon. Force est de constater que céder à ce genre de chantage, c'est pas une bonne chose. Moi j'aurais été à sa place, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais appelé les personnes concernées. Et je les aurais calmés un petit peu. Bon. Le fait est qu'il a cédé, et c'est jamais bon de céder, et donc il a retiré l'investiture à Solveig Mineo, qui a déclenché évidemment la colère de celle-ci, qui s'est lâché contre lui, bien évidemment, et c'était bien légitime. C'était ce qui s'est passé avec Emmanuel Gave, qui avait dit ce qu'elle pensait de Nicolas Dupont-Aignan, une fois que celui-ci l'avait viré. Alors c'est intéressant de la comparaison entre Camus et Dupont-Aignan d'une certaine manière, parce que Dupont-Aignan a perdu 2 millions et quelques d'euros dans l'affaire, puisque Charles Gave, le père d'Emmanuel Gave, était prêt à mettre plusieurs millions d'euros sur la table, et qu'il a vraiment repris ses billes au moment même où sa fille était virée de la liste, ce qui était parfaitement normal. Donc on a vu un Dupont-Aignan, qui est un peu comme un capitaine de navire, commencer à prendre une hache et commencer à taper dans son bateau pour le couler. Donc il a réussi, il a fait 3,5% des voix. Eh bien, on pourrait dire que Camus a fait un petit peu pareil, c'est-à-dire que, donc, déjà, il vire Solveig Mineo, et ça crée des tensions, parce qu'évidemment, il y a des attaques. Alors les attaques sont jamais bonnes, parce que c'est des voix en moins éventuellement, et c'est pas forcément du buzz, et du buzz positif. Et ça va énerver beaucoup de gens. Donc, il faut remplacer Solveig Mineo. Et je pense que c'est Auchy qui a lui proposé, ou Camus lui-même. Ils ont donc choisi la petite Fiorina Ligné, donc, qui est une nana plus ou moins identitaire, ou du camp national, qui a été connue notamment pour, malheureusement pour elle, perdu son œil lors des manifestations des Gilets jaunes. Conséquence de quoi, c'était un peu une martyre de la cause nationale. Et donc, elle a accepté, elle aurait pu ne pas le faire, et finalement, elle aurait dû ne pas le faire, elle a accepté de remplacer Solveig Mineo sur la liste. Je pense que tout ça a dû créer des tensions au sein de la droite radicale ou nationale, et une photographie est sortie, sans doute de gens venant d'extrême droite qui l'ont balancée, à Renaud Camus, où on voyait cette jeune Fiorina Ligné, qui a quelques années, devant une swastika dessinée sur le sable, faire un geste de prière à genoux, donc geste un peu énigmatique par ailleurs, parce que ça aurait pu être, dans ce genre de contexte, si c'est un contexte politique, on aurait pu imaginer un certain salut bien connu, et donc ce geste assez énigmatique au final, et ça a épouvanté totalement Renaud Camus. Renaud Camus a eu une peur panique à ce moment-là que son mouvement, que lui-même soit associé à l'image du nazisme, et donc, immédiatement, il désavoue sa liste et annonce que puisqu'il ne peut pas la retirer, puisque c'est trop tard, il appelle à ne pas voter pour elle. Et il fait pire, puisque d'un point de vue purement de communication, puisque devant une affiche, une des rares affiches de la ligne claire collée sur un panneau, qui avait peut-être d'ailleurs été collée 10 minutes avant par le même Renaud Camus, il déchire la partie de l'affiche sur laquelle on voit Fiorina Ligné. Donc évidemment, ça a amené quasiment 90, 95, 98% des figures dites de la droite nationale ou dissidentes à condamner Renaud Camus. D'ailleurs, son nombre de followers sur Twitter s'effondre, les retweets sont beaucoup moins importants. Ça a même fâché Karim Bouchik, qui a annoncé maintenir la liste et maintenir la campagne, jusqu'à se fâcher avec Renaud Camus récemment, suite aux résultats des élections. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Renaud Camus pense nécessaire de s'aborder sa propre liste? Eh bien, il y avait un vécu passé depuis une dizaine d'années, et plus, où dans un de ses journaux intimes, il avait réagi face à une surreprésentation d'une certaine communauté religieuse sur France Culture ou France Inter. Et il l'avait écrit. Et ça s'était su, et il a été terriblement attaqué à l'époque. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Mais bien qu'il ait comme déjà reçu la marque de Caïn du système, il a dû se dire que c'était absolument impossible et insupportable de prendre le risque d'associer lui-même ou son combat à un symbole qui est celui de la croix gammée. Alors qu'il aurait pu largement se défendre, d'abord rappeler le passé de Nathalie Loiseau, ça avait été rappelé en campagne, Nathalie Loiseau, dans ses jeunes années, avait été proche d'un mouvement étudiant du style GUD. Et puis l'autre chose, c'est que cette photographie est un geste religieux. Or, il faut savoir que le swastika est aussi un symbole religieux qu'on retrouve dans le zoroastrisme iranien, dans l'hindouisme, dans les traditions païennes d'Europe. Et il eût été assez intelligent et habile, à mon sens, de jouer cette carte-là, en disant que le geste de Madame Ligné n'était pas un geste politique de nature
à symboliser une adhésion au national-socialisme, mais était un geste de piété religieuse sur le sable, donc en plus la mer aurait balayé rapidement le symbole en question, et que donc il s'agissait d'une prière païenne, ou hindoue éventuellement, devant un symbole solaire bien connu. Voilà, c'était une façon de réagir, ça n'aura peut-être pas convaincu tout le monde, évidemment, mais c'était une façon d'exploiter cette photographie de manière moins catastrophique, en réussissant au quart de tour, en disant on s'aborde tout, ah là là, on a vu une croix dans le coin, vite, il faut tout saboter. Tout s'aborder. Donc le navire a été coulé, il a fait demi-voie, c'est logique, et voilà. Donc moi j'apprécie humainement Renaud Camus, j'apprécie l'homme qui essaie de faire bouger les choses en matière de remigration, etc. J'ai toujours pensé que malheureusement pour lui ce n'était pas un homme politique, je crains qu'il l'ait démontré une fois de plus, et son courage évidemment reste indiscutable, donc j'invite les gens à ne pas nécessairement lui tourner le dos, parce que je sais que beaucoup ont envie de le faire aujourd'hui, et m'ont dit en privé et ailleurs, etc. Soyez compréhensifs là-dessus. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'est pas un homme politique de réagir en homme politique. Pour lui, il était clair que la mise en avant même par allusion, d'un quelconque national-socialisme fantasmé, puisqu'il s'agit vraiment au mieux de gestes provocateurs et certainement pas de gestes militants, eh bien, c'était insupportable pour lui, il en a tiré les conséquences qui, à ses yeux, s'imposaient, donc il s'est sabordé. Je dirais que, à sa décharge, Nicolas Dupont-Aignan fait exactement la même chose, alors que lui était à 8 et quelques, 8 ou 9% des sondages lorsqu'il l'a fait. Donc, c'est quand même pas la même chose. Voilà. Ces élections européennes 2019 en France n'ont pas abouti à ce qu'on aurait pu espérer. Le pouvoir n'est absolument pas remis en cause. Et ceux qui espéraient que le fait que la liste RN soit même de peu devant la liste de Macron ont eu gain de cause, mais ils pensaient, ce faisant, qu'ils allaient empêcher Macron de continuer sa politique. La première annonce d'Emmanuel Macron après sa défaite, si on peut, prétendue défaite, a été d'annoncer l'acte 2 de sa politique. Donc pour ceux qui espéraient qu'en mettant le RN devant, ça allait bloquer ça, eh bien, ils ont eu tout faux. Pour ceux qui espèrent que Emmanuel Macron ne sera pas président en 2022, ils ont tout faux. Malheureusement, beaucoup d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national l'ont fait avec sincérité parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a pas de solution alternative. C'est bien parce qu'on se répète depuis 20 ans qu'il n'y a pas de solution alternative, on n'empêche qu'il y en ait une. Tant que Marine Le Pen fera de manière imméritée des scores à 2 chiffres, tout simplement parce qu'elle est connue, parce qu'elle passe à la télé, et parce qu'Emmanuel Macron l'a désignée comme son principal adversaire à vaincre, on ne s'en sortira pas. Pour finir enfin, un des premiers propos de Yannick Jadot, donc le fameux écologiste qui a donc été 3e, la première chose presque qu'il ait dite, c'est qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Voilà la vraie cause de ces pseudo-écologistes de gauche, de ces pastèques, c'est-à-dire rouge dedans, vert dehors. Il faut lutter contre l'extrême droite, non pas lutter du tout contre des migrants ou des migrations qui augmentent le bilan carbone et la pollution en Europe. Merci à tous.